Et il est l'heure de confronter les points de vue, de commenter l'actualité avec ce midi Emmanuel Morel, bonjour. Bonjour. Député européen, cofondateur de la gauche républicaine et socialiste. Jérôme Dubus, bonjour. Bonjour. Président du groupe LAREM au Conseil de Paris. Eva Sas, bonjour. Bonjour. Porte-parole d'Europe Écologie Les Verts. Et Philippe Bougeon, bonjour. Bonjour. Maire, alors qu'est-ce que je dis, LR? Oui, ça vous dérange pas, parce qu'on ne sait plus par les temps qui courent. N'hésitez pas. Alors, maire LR du 15e arrondissement de Paris, inévitable. On va commencer bien sûr par le dossier des retraites. Emmanuel Macron est à l'étranger, en Côte d'Ivoire précisément, mais il s'exprime sur la situation en France et il a appelé les grévistes à faire une trêve. Les mouvements de grève se justifient, ils sont constitutionnellement protégés. Mais je crois qu'il est des moments dans la vie d'une nation où il est bon aussi de savoir faire trêve pour respecter les familles et la vie des familles. Voilà, donc j'appelle chacun à cet esprit de responsabilité bien compris. Chacun comprendra que la trêve ne veut pas dire l'acceptation, l'abandon, mais simplement l'esprit de responsabilité et le respect dû aux Françaises et aux Français qui parfois sont séparés et veulent se retrouver dans ce moment des fêtes. Donc je souhaite que l'intelligence collective triomphe. En tout cas, le gouvernement fera tout ce qu'il a à faire en ce sens. Bien, alors il y a deux choses, l'appel à la trêve, est-ce qu'il faut une trêve, et puis il y a l'analyse politique, est-ce qu'Emmanuel Macron revient en première ligne. Sur cet appel à la trêve, c'est une bonne chose, il faudrait vraiment pousser. Moi, je crois que le président est dans son rôle. C'est le rôle des pouvoirs publics que de permettre aux Français, dont ils ont la charge d'une certaine façon, de pouvoir passer des fêtes tranquilles, parce que c'est vrai que cette grève aujourd'hui a des conséquences insupportables pour les familles qui ne peuvent pas être réunies, pour l'activité économique et commerciale qui chute, pour voilà, ce qui s'est passé autour des enfants qui ne peuvent pas rejoindre dans les couples séparés leurs parents. Donc oui, ça c'est tout à fait naturel qu'il appelle à la trêve. Maintenant, peut-être que si la réforme avait été mieux préparée, nous sommes partisans d'une réforme des retraites qui permette qu'on continue à payer les retraites, la pérennité du système de retraite par répartition. Mais peut-être qu'une réforme mieux préparée, alors que ça fait quand même 2 ans qu'il y a une concertation là-dessus, en tout cas une préparation avec Jean-Paul Delevoye, c'est quand même difficile aujourd'hui d'appeler à la trêve, alors que les responsabilités sont pour le moins partagées et que le gouvernement, dans ses tergiversations, dans ses contradictions, amène aussi ce mouvement parce que les retraites sont essentielles évidemment pour les Français et que cette réforme est anxiogène parce qu'elle modifie les conditions de retraite des gens, mais aussi parce qu'il y a encore beaucoup de flou et on le voit bien dans les négociations qui ont lieu jour après jour. Et qui vont reprendre donc début janvier. Alors, trêve, évidemment, le président a parfaitement raison, puisque, effectivement, notamment en Île-de-France, on a des perturbations qui sont dramatiques pour les salariés, pour les commerçants, pour les chiffres d'affaires des entreprises qui chutent quasiment de jour après jour. Bon. Il y a un principe, il y a une organisation en France qui est une organisation un peu atypique, qui est le modèle économique et social français, qui fait qu'on a un monopole des transports publics, RATP, SNCF, et en contrepartie, on a un principe de droit qui s'appelle la continuité du service public. Bon. Aujourd'hui, la continuité du service public n'est pas respectée. On a un service minimum qui n'est pas un service, en réalité, assez efficace, c'est clair. Donc, il y a un certain nombre de gens qui nous disent aujourd'hui qu'il va falloir modifier ce service minimum, qui est plutôt un service garanti, c'est-à-dire qu'on appelle et on informe les usagers qu'il y aura tant de trains disponibles, ou tant de métros, ou tant de RER disponibles. Mais en réalité, ça n'est pas vraiment un service minimum. Donc se pose la question de savoir comment on va faire en sorte que la continuité du service public, qui est la contrepartie du monopole des transports publics, du monopole public des transports en commun, soit respectée. C'est tout, là, c'est tout le débat. La question du service minimum. Là, le chef de l'État lui appelle à une... Nous avons fait une proposition de loi d'ailleurs. Oui, mais c'est la problématique qui va se poser dans les... C'est la réquisition, c'est ça. Réquisitionner des grévistes. C'est pas tout à fait la même chose. Bon, on y reviendra alors. C'est pas la même chose. C'est une variante en quelque sorte. Eva Sas. La grève est un droit à valeur constitutionnelle, d'ailleurs même le président l'a rappelé. Comme d'autres. Et il faut rappeler que les AG en fait, d'adhérents syndicaux sont souverains. Donc moi je trouve déjà un peu malvenu que les hommes et les femmes
politique interviennent dans ce droit. En l'occurrence, ce sont les organisations syndicales qui doivent décider ou non de la poursuite de la grève. Et si la grève se poursuit, c'est parce qu'il n'y a eu aucune avancée du côté du gouvernement. C'est surtout ça le principal. Aujourd'hui, ils n'ont pas bougé du tout malgré les 2 jours de négociation. Il n'y a aucune avancée, notamment sur la question de l'âge pivot, ou plus largement, parce que ça me semble plus intéressant de le voir comme ça, sur l'allongement de la durée de vie au travail, contre lequel les écologistes s'insurgent, parce qu'il n'y a aujourd'hui aucune raison d'allonger la durée de vie au travail, puisque, on l'a vu dans les rapports du corps, en fait, le montant moyen des pensions, le montant global des pensions ne va pas augmenter dans le PIB. Si vous lisez bien le rapport du corps, il reste maintenu à 13,8% du PIB. Il reste maintenu à 13,8% du PIB. Donc il n'y a aujourd'hui aucune raison d'allonger la durée de vie au travail. Et c'est la raison pour laquelle les syndicats restent mobilisés. Et je trouve qu'en l'occurrence, ils ont raison. Et de toute façon, il n'y a pas de grève indolore ou furtive. Je sais que vous en rêvez. Mais en l'occurrence, quand on fait une grève, oui, bien sûr, il y a des perturbations. Il faut l'accepter. C'est aussi ça, véritablement, le respect du droit syndical. Emmanuel Moret. Personne ne fait grève de gaieté de cœur. Mais en l'occurrence, les syndicats ne sont pas responsables du calendrier de la réforme. Après tout, le gouvernement annonce cette réforme depuis des mois. Il choisit sciemment de rentrer dans le vif du sujet en plein mois de décembre. Il sait qu'il s'expose à ce type de déconvenus. Mais moi, ce qui m'a choqué dans les propos du président de la République, c'est qu'il dit qu'il faut respecter la vie des familles. La première chose pour respecter la vie des familles, c'est de penser à l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants. Et on arrive au contenu de la réforme. Or, comme ça vient d'être dit, c'est une réforme qui est catastrophique pour tout le monde. C'est d'ailleurs une des premières fois qu'on a une réforme où tout le monde est perdant, ou tout le monde sera perdant. Donc c'est ce qui explique le soutien inentamé des Français à la grève, ce qui explique la mobilisation aujourd'hui des salariés, et surtout pourquoi il y aurait une trêve à partir du moment où le gouvernement ne veut rien céder. C'est-à-dire que même les syndicats qu'on dit abusément réformistes, eux-mêmes sont en colère. L'UNSA, la CFDT d'ailleurs débordée par la base, qui dit pas de trêve parce que le patron, mais la base, ceux qui décident, ils ne sont pas pour la trêve. Pourquoi ? Parce qu'ils ne voient aucune raison aujourd'hui d'abandonner cette grève qui, encore une fois, est légitime et soutenue. Donc à partir du moment où il y a une réforme où tout le monde, vous verrez, ça continuera. Pourquoi ? Parce que tout le monde est perdant. Je le répète, c'est stupéfiant dans cette réforme. Vous ne connaissez même pas le projet de loi qui est déposé au mois de janvier. Oui, enfin, je connais le principe de la réforme. Que tout le monde est perdant. Évidemment, je connais le principe de la réforme. Un âge pivot à 64 ans, on cotise plus, on gagne moins, ça c'est un principe, tout le monde a compris. On revient sur les 25 meilleures années dans le secteur privé, forcément les gens vont baisser, vont voir leur pension baisser. On encourage la retraite par capitalisation, c'était la loi Pacte il y a quelques semaines, là aussi c'est au détriment des plus pauvres. Donc vous voyez, sauver le régime par répartition qu'on fait cette réforme. C'est pas du tout pour remettre la capitalisation. Aujourd'hui, même dans le rapport du corps, qui était fortement quand même incité par le gouvernement, rien n'indique qu'on a un problème de financement des retraites. On continue avec des déficits abyssaux quand même. Mais il y a aucun déficit aussi bien pour les régimes spéciaux qui coûtent quand même à la collectivité 6 à 8 milliards par an que pour le financement des retraites qui, on le sait, en 2025, c'est entre 8 et 17 milliards. Donc on peut continuer comme avec ça. 127 milliards de réserves. Et alors, c'est dû aux exonérations de cotisations sociales que vous avez voté. Bien sûr que si. Non, remettons un peu. Non, lisez justement, le rapport du corps dit quoi ? Dit on va avoir un déficit vraisemblablement en 2025 d'environ 10 milliards d'euros. C'est le chiffre entre 8 et 17 milliards d'euros. Oui, c'est d'ailleurs pas très précis entre 8 et 17. Termine. Le rapport du corps, on a l'impression de mettre en cause le corps, alors que ce sont des partenaires sociaux et des experts. Il n'y a pas de politique dans le corps. Donc c'est parfaitement objectif. Premier point. Deuxième point que nous dit le corps. Effectivement, on va être à 14% du PIB réclamé et dépensé pour le régime des retraites. Mais le PIB augmente tous les ans. Le PIB augmente de 1,5% tous les ans. Donc on dépense plus pour les retraites, même si le pourcentage est maintenu. Alors, je voudrais vraiment rectifier. On va continuer à parler de ce vous parliez. On va rester juste de 1,5% par an. La bataille de l'opinion publique, comme l'on dit, parce que vous l'avez évoqué, comme ça on va pouvoir avancer, continuer d'avancer. Sondage IFOP pour le JDD du jour. Sympathie ou soutien, faut additionner les deux. 51%
34% sont opposés ou hostiles à cette grève. Et pour Benjamin Amar, l'un des porte-parole de la CGT, les grévistes ont gagné la bataille de l'opinion. On parle de cette bataille de l'opinion dans quelques instants. Si cette réforme, elle est si formidable, si elle est si, finalement, porteuse de progrès social, pourquoi est-ce qu'on se dépêche d'aller prévenir certains en leur disant « vous inquiétez pas, vous êtes pas concernés ». Honnêtement, de qui se moque-t-on? Honnêtement, je vais vous dire, je conclurai par ça, on a gagné la bataille de l'opinion et on va continuer à avancer dans les têtes des salariés pour leur dire que cette bataille qui est en train de se mener, c'est une bataille pour leurs droits et qu'il faut qu'ils nous rejoignent pour effectivement faire plier ce gouvernement de laquais du patronat. Bon, alors voilà, quand on a le chiffre que l'on vient de voir qui est en baisse sur le soutien ou sympathie, mais on toujours avait majoritaire, le chiffre inverse dans les échos de vendredi matin. Donc, si vous voulez, la balance, les sondages sont très équilibrés en ce moment, c'est du 50-50. Voilà, j'étais sur ce plateau vendredi et on nous présentait un sondage très différent. Il y avait une forte majorité, maintenant, enfin, une majorité en tout cas assez nette, qui a évolué d'ailleurs, contre la grève. Mais si on écoute bien la CGT, moi j'écoute Laurent Brun, qui est quand même le responsable de la CGT cheminot, qui appelle à la révolution, qui tant pis si le pays s'écroule ou les SNCF s'écroule du moment que la CGT prospère. Il y a actuellement peut-être moins de 9% de cheminots qui sont en grève. Et c'est ça qui paralyse le pays, et comme on l'a dit, qui paralyse particulièrement la région Île-de-France. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, moi je soutiens totalement la proposition de Valérie Pécresse, qui est de rembourser, que la RATP et que la SNCF remboursent pendant ces 15 derniers jours les billets de ceux qui n'ont pas pu être transportés, et même remboursent totalement les navigos, etc. Deuxièmement, je crois qu'effectivement, que le président appelle à la trêve, c'est bien, mais c'est encore mieux de faire un service minimum, notamment aux heures de pointe, qui a été proposé. Il y a une proposition de loi qui est actuellement sur le bureau du Sénat, en tout cas. Ça, ce sont des mesures concrètes si on veut vraiment permettre au pays de fonctionner. Parce que oui, la grève est un droit constitutionnel, mais il y a d'autres droits constitutionnels qui doivent aussi être garantis, qui ne sont pas aujourd'hui. Donc l'opinion est en train de bouger. C'est une évolution, d'ailleurs, quels que soient les chiffres des sondages. L'opinion évolue dans le sens d'une opposition à la grève. Ce n'est pas pour autant que les gens ne sont pas inquiets. Bien sûr qu'il y a une très forte inquiétude, et voire une angoisse, une anxiété. La méthode du gouvernement, les processus, la réforme peut-être sur le fond était tout à fait anxiogène. Et les solutions, on ne les voit pas vraiment encore aujourd'hui. Mais franchement, empêcher les familles de se retrouver pendant les fêtes de Noël, c'est quelque chose d'insupportable. Et le commerce en pâtit aussi. Parce que il y a quand même une constante dans les sondages. Après, c'est du 50-50. Ça varie, 51, 49, 49, 50. Il y a une évolution, il y a une tendance. Bon, il n'y a pas une énorme évolution, mais il y a deux fondamentaux qu'on constate dans tous les sondages. Le premier, c'est que les gens veulent et comprennent qu'il faut réformer les retraites, le régime de retraite. Et deuxièmement, ils ne veulent plus de ces inégalités entre les régimes spéciaux et les régimes généraux. Ça, c'est clair. Ouais. C'est 70% des gens qui constatent que le régime général et les régimes spéciaux, il y a une inégalité phénoménale et on ne peut pas continuer comme ça. Notamment, ils ne veulent pas de l'allongement de la durée de vie au travail parce qu'aujourd'hui, les salariés vieillissants n'arrivent même pas à finir leur carrière en emploi. Comme vous le savez, il y a 50% des gens qui liquident leur retraite. Il y a des gens à 63 ans, il y a 63 ans et demi aujourd'hui, c'est la moyenne. La parole. Pas la parole. Ils partent à 63 ans, mais il y a la moitié des gens qui ne sont plus en emploi, comme vous le savez, puisque vous avez étudié le dossier. D'ailleurs, il y a 30% des gens qui sont soit à l'allocation adulte handicapé, soit en invalidité, soit au chômage. Donc ils n'arrivent déjà pas à finir leur carrière, et c'est pour ça que la première des conditions préalables avant toute réforme, c'est la prise en compte de la pénibilité et la réintroduction des 4 critères que le gouvernement a mis de côté dans cette mandature. Il faut réintroduire les 4 critères de pénibilité. On a supprimé 2 critères sur 6. Non, vous avez exclu 4 critères sur les 10, alors que le patronat et les syndicats étaient d'accord depuis 2008 sur ces 10 critères de pénibilité. Et je vous accorde qu'il y a un problème des seniors dans l'entreprise actuellement. Vous mentez sur la question du déficit, pardon de le dire, parce que je dois revenir sur cette question. Vous dites qu'il y a un problème de déficit, mais le rapport du corps, si vous l'avez bien lu, il dit bien que c'est une insuffisance de ressources et pas une augmentation des dépenses, et j'espère que vous me rejoindrez sur ce point parce que c'est la réalité qui est écrite. Oui, c'est une insuffisance de cotisation. C'est une insuffisance de ressources.
Il y a un problème Pourquoi? démographique. Parce que Ça veut dire non, qu'il y a des non, bien sûr non, que si. pas du tout, Non, pas c'est du votre tout. phrase. Non, non, La logique c'est est raisonnable. erroné. On est sur Non, mon terrain, c'est très bien. sur les Bravo. 8 milliards, Bravo de me soutenir. sur c'est les 8 parfait. milliards, Parce que il vous y a 2 reconnaissez que milliards c'est qui une sont dus aux insuffisance de dépenses. exonérations de cotisations sur les heures supplémentaires que vous avez votées, ainsi que sur les primes de Noël. Il y a aussi Mais 2 non, mais milliards ça, c'est qui du sont détail, dus, voyons, c'est pas dus à l'essentiel. l'insuffisance de Emmanuel- financement de la CAF et de l'UNEDIC. Pas du tout. Emmanuel, Donc, regardez bien le Morel. rapport Oui, du je l'ai corps. bien regardé, Et vous merci. en reparlez. On est resté. Voilà, le rapport du corps, on a fait de longues démographie, émissions vous savez. et c'est normal. Je reviens sur votre du question. corps où il y avait des choses qui sont dites de part et d'autre. Je qui sont reviens. vraies, d'autres peut-être pas tout à Je fait reviens d'accord. Mais on va pas refaire le. Je reviens le sur débat votre question. le corps. Oui, allez, merci. Si vous posez la question à n'importe quel Français, évidemment que la réforme, elle est anxiogène. Elle est anxiogène pour plusieurs raisons. Parce que ce qu'ils ont compris, d'abord, vous êtes salarié du privé. Jusqu'à maintenant, votre retraite, elle a été calculée en fonction de vos 25 meilleures années. Aujourd'hui, ça sera sur toute la vie. Donc vous allez baisser votre pension. Vous êtes fonctionnaire. Aujourd'hui, votre retraite, elle est calculée sur les 6 derniers mois. À l'avenir, si ce projet passe, et j'espère qu'il ne passera pas, ça sera sur toute votre carrière. Ça, la seule chose qui est universelle dans cette réforme, c'est la baisse des pensions. Mais c'est fou. Et ça, les Français C'est totalement l'ont fou. compris. Et Comment pouvez-vous qu'est-ce qui dire ça rajoute à l'anxiété? C'est vraiment pas Je regardais, qu'est-ce qui rajoute à l'anxiété? Je regardais votre reportage juste avant. Emmanuel Macron lui-même, il y a quelques semaines, expliquait qu'un âge pivot à 64 ans, c'était une idée absurde, puisque la plupart, enfin que un senior sur deux était au chômage au moment où il arrivait à l'âge de la retraite. Et il disait, regardez, dans les entreprises, à partir de 55 ans, c'est très difficile d'avoir un emploi, ça serait absurde d'allonger encore plus l'âge de départ à la retraite. C'est le chef de l'État lui-même qui le disait. Au mois d'avril dernier. Quelques mois après, le Premier ministre dit exactement le contraire. Je comprends que les Français soient angoissés, puisque même à la tête de l'exécutif, ils ne sont pas d'accord, ce qui est bien le signe que cette réforme est largement anxiogène pour les gens, et ils ont raison. Monsieur Morel fait de la politique, mais il ne fait pas quelque chose de très précis. Il nous dit que c'est anxiogène parce que les pensions vont baisser. C'est exactement l'inverse. Que prévoit précisément ce qu'a annoncé le Premier ministre? 1. Sur le point ne baissera pas. La valeur du point ne baissera pas. 2, mais comment vous le savez? Est-ce que la loi prévoit, elle peut le défaire également? Il sera indexé non plus sur l'inflation, mais sur les salaires. C'est-à-dire que chaque année, le point va augmenter entre 1,5 et 2%. C'est à peu près les augmentations de salaire sur les 10 dernières années. Mais dans le rapport du corps, il est marqué que les salaires des fonctionnaires seront bloqués. Que les pensions vont baisser, c'est absurde. Ah, mais vous n'êtes pas seulement juste là-dessus. Vous n'êtes pas seulement imprécis. Je pense que vous présentez la réalité sous un angle qui est totalement différent. Ce sur quoi nous sommes tous d'accord, je pense, c'est que nous ne souhaitons pas qu'il y ait une baisse des ressources des retraités. Ça, je pense que c'est un élément qui peut nous rejoindre. À partir de là, quelle solution? Parce qu'effectivement, il y a une évolution démographique et autres. Nous proposons autre chose, quelque chose qui aurait été beaucoup plus simple, effectivement, et qui a été fait. C'était, depuis d'ailleurs plusieurs années par différents gouvernements de droite d'ailleurs, c'était effectivement de reculer l'âge du départ à la retraite, qui posait beaucoup moins de problèmes, qui était une réforme beaucoup plus simple. Et si j'en crois ce qui se passe à l'extérieur de notre pays, et M. Morel, qui est député européen, le sait bien, c'est que chez tous nos voisins, l'âge de départ à la retraite est au-delà de 62 ans. Il va de 63 à presque 67 ans. Avec l'Italie est 67 ans. Mais alors, non, mais il y a des correctifs. De la pauvreté, il y a des correctifs. Et si nous sommes dans un système bancal, c'est parce que justement, effectivement, dans un système par points absolu, eh bien, effectivement, la valeur du point monte et descend, augmente ou baisse en fonction de la situation économique, démographique. Ça. Et si il y a cette affaire d'âge pivot, c'est parce que justement, c'est pour éviter que la valeur du point ne baisse qu'on met un âge pivot afin de faire en sorte qu'il y ait suffisamment de ressources pour financer le système. Alors c'est extrêmement compliqué, surtout que en même temps, on supprime les régimes spéciaux, ce qui est une bonne chose. Il faut supprimer les régimes spéciaux, mais qu'on en garde certains. Donc on ne sait plus trop où on en est quand même dans cette réforme. Aujourd'hui, il y a des négociations qui vont assez loin, quand même aussi bien pour les personnels de la SNCF et de la RATP, qui décrochent le jackpot quand même dans les négociations actuelles, finalement, mais aussi pour tous ceux qui sont encore sous le statut des régimes spéciaux, qui vont continuer à bénéficier d'avantages que n'auront pas les salariés du privé. Je pense que là, il y a une inégalité qui est en train de se créer avec ces négociations.
Vous pensez des quoi, avantages, aux le privé. policiers, administration pénitentiaire, Non, mais militaire? ça, c'est normal. Ils sont Ouais, des pas conditions Bah, faut savoir, particulières. c'est normal ou c'est pas Non, normal? mais avec y toucher. d'autres systèmes. Mais c'est pour ça que là, non, mais ça, ce sont des systèmes qui doivent subsister pour un certain nombre de conditions, parce qu'on Donc peut vous pas êtes pour les 70 régimes ans. spéciaux. Non, je suis pas pour les régimes spéciaux. Bah, c'est toute l'ambiguïté de LR. c'est Pour les qu'ils régimes sont à la fois autonomes, pour et lorsque contre. ceux-ci sont financés par leurs propres cotisants. Ah, mais ça, c'est encore autre chose. Bah oui, d'accord, mais ça, c'est important. C'est les Toutes régimes professions autonomes, libérales, ceux-là. C'est Voilà, c'est exactement. les avocats, les Ça qui- kinés, etc. Mais Donc on vous êtes pour maintenir des Non, mais il faut régimes en revenir. différents du régime un général. régime pour ce qui concerne les fonctions régaliennes. Il faut Oui, en bien sûr, revenir à ça, je crois l'essentiel qu'aucun de cette gouvernement réforme. ne peut Pourquoi est-ce qu'on fait cette réforme? obliger. Pourquoi est-ce qu'on fait cette réforme? Pour deux raisons. La première raison, c'est que le régime par partition est aujourd'hui déséquilibré par le rapport ou le rapport qui se dégrade entre actifs et inactifs. Ça, personne ne peut le Oui, nier. mais la productivité Oui, elle augmente. Et la attendez, je pension termine. moyenne Et je progresse termine. moins vite que Et les que- salaires. Regardez et le que- rapport en entier. Et je termine. Et que les réformes qui ont été faites depuis 93, la première réforme, c'était celle de Balladur, n'ont pas amélioré le système, il faut bien le dire. Et on en fait de plus en plus rapproché. Bon. Et deuxièmement, parce que la vie professionnelle est en train d'évoluer, aujourd'hui, personne ne peut se dire, à part et encore dans la fonction publique, qu'on va faire une même carrière tout au long de sa vie dans la même entreprise, c'est terminé. Et par conséquent, le régime par points essaye d'adapter le régime de retraite à ces évolutions de carrière. Et ça, c'est très important. Avant de revenir aussi à une question qu'on a un petit peu éludée, est-ce qu'Emmanuel Macron est de retour en première ligne sur ce dossier, pour parler ainsi? Il est toujours d'ailleurs en Afrique, en Côte d'Ivoire notamment. Sur réponse d'Evassas, puis après je repose à ma question sur Emmanuel Macron en première ligne ou pas. Non, mais la première chose à dire, c'est que le recul de l'âge légal de retraite ou l'âge pivot, c'est la mesure la plus injuste, parce qu'elle pénalise ceux qui ont commencé à travailler tôt. Donc, de toutes les mesures, c'est Il y aura vraiment des celle qu'il faut correctifs. écarter en premier. Donc, ça, c'est vraiment la Il y aura chose des sur laquelle, correctifs sur pour la le coup, pénibilité. je vais suivre la CFDT. C'est vraiment la ligne rouge qu'il ne faut pas dépasser. Et si on veut qu'on puisse avoir une sortie de crise, ça sera la première chose sur laquelle, effectivement, il faudra que le gouvernement évolue. Comment il faut évoluer aussi sur la préserver question de la l'équilibre financier. pénibilité. Et c'est en Il train faut d'être revoir négocié, aussi le des contrat carrières longues, la social pénibilité. des enseignants et des soignants et du personnel de Ça aurait dû l'hôpital, être parce vu qu'ils bien ont des avant, d'ailleurs. rémunérations qui aujourd'hui sont très inférieures à la moyenne européenne. Et donc ça, c'est les conditions préalables pour une sortie de crise. Ensuite, qu'on aille vers une universalisation, effectivement, et une simplification des régimes, nous pouvons tout à fait l'entendre et vous suivre. Mais il faut le faire de façon juste. Et la première des choses, c'est de renoncer à des éléments. Alors, je crois que le président de la République a renoncé à sa propre retraite en tant que Je vous président de demanderai la République. un petit mot de commentaire. Mais je pense qu'il y a d'autres correctifs à apporter. Par exemple, les retraites chapeaux qui continuent à perdurer. Il y a 200 000 personnes en France qui bénéficient de retraites supplémentaires. Donc, si on veut faire quelque chose d'universel et juste, il faut faire la pénibilité, la révision de la rémunération des enseignants et des fonctionnaires, et puis mettre Donc, fin, si je par comprends bien, exemple, vous êtes aux plutôt retraites en chapeaux. soutien de notre réforme Mais- de la bon, retraite. Mais vous ne parlez jamais d'équilibre financier. Vous ne certainement parlez pas. jamais En d'équilibre allongeant- financier. On n'a pas très bien Certainement compris quel pas était en votre allongeant modèle la pour les durée de vie au retraites. travail. On n'a pas- Quel est votre modèle Mais pour les nous retraites? ne sommes pas d'accord C'est sur le ça que les gens veulent diagnostic. entendre. Nous ne sommes pas d'accord sur votre diagnostic. Vous dites qu'il y a besoin d'allonger la durée de votre travail. Nous nous disons que ce n'est pas nécessaire. Et vous tordez les chiffres en disant que effectivement c'est écrit dans le rapport du corps. C'est écrit exactement l'inverse. Pas du tout. Donc à partir alors, de attendez, ce on va moment-là, pas faire le il y a débat. un avec vrai le On en a rapport fait du beaucoup. corps. Sur ce rapport du corps fort intéressant au demeurant. Pour revenir à l'actualité du jour, quand Emmanuel Macron intervient, il est à l'étranger, rappelons-le, pour appeler à la trêve. Est-ce qu'il revient en première ligne? Ces derniers temps, on avait plutôt l'impression que c'était Édouard Philippe qui était en première ligne pour reprendre. cette Il expression. intervient Et parce que le maintenant, rapport de force, il sent bien qu'il est en train de se renverser en sa défaveur, en défaveur de l'exécutif. Il a des ministres qui disent tout et son contraire. Souvenez-vous, Madame Sibeth Ndiaye, qui est un porte-parole du gouvernement, qui vient à la télé pour vous dire mais vous inquiétez pas, la décote, ça sera juste entre 62 et 64. Et puis après 64 ans, tout redevient normal. Et puis le même Darmanin juste à côté, non, c'est pas ça. Monsieur Philippe avance en disant je vais négocier, je vais faire des concessions. On se rend compte qu'il en fait aucune. Monsieur Macron, il vient parce qu'il y a, il y a le feu au lac. C'est Et pas du tout ce qu'a dit l'UNSA. Et pourquoi il y a le feu à la maison et non pas au lac? C'est parce que les Français soutiennent la grève, les syndicats sont mobilisés et le gouvernement a en face de lui des gens qui sont de plus en plus déterminés. Alors Monsieur Macron, il essaye, il en appelle à la responsabilité, il en appelle à la trêve. La vérité, c'est que le gouvernement a peur
parce que les Français sont contre cette réforme et qu'ils ont raison. Bon, Monsieur Morel prend ses désirs pour des réalités, comme d'habitude, parce que depuis 2 ans et demi... Savez-vous de mes désirs, cher monsieur? On a l'impression depuis 2 ans et demi qu'on attend le grand soir révolutionnaire qui va remettre en cause les qui a parlé de révolution, là? Mais si, la coalition, des mécontentements, etc., vous nous l'avez servi pendant 2 ans et demi. C'est vous qui êtes totalement caricatural, je n'ai pas parlé de révolution. Donc, en réalité, le chef de l'État, c'est sa réforme. Donc, qu'il revienne en première ligne, non, il a toujours été en première ligne. Il a annoncé pendant les élections présidentielles, il y avait d'autres modèles qui étaient défendus. François Fillon défendait la retraite à 65 ans. Bon, il n'a pas été élu. C'est ce modèle-là qui a été choisi. Il est en première ligne continuellement. Ce n'est pas un retour en première ligne. Mais pendant la campagne présidentielle, il a dit qu'il ne toucherait pas à l'âge légal. Et il revient par la fenêtre. Il revient par la fenêtre en proposant un âge pivot. Pardon, mais les Français se sentent un peu dupés quand même. Et donc c'est normal aussi qu'ils soutiennent cette réforme. L'âge légal est maintenu à 62 ans. Oui, on ne pourra pas toucher sa retraite à taux plein avant 64. Donc vous comprenez bien que les Français... Si la réforme est adoptée. Ce que vous pensez, c'est une chose, mais les Français ne sont pas idiots et comprennent très bien... Attendez, arrêtez de parler au nom des Français. L'objectif de cette réforme. On est tous ici pour débattre gentiment, pas pour parler au nom des Français. On a l'impression que madame et monsieur parlent au nom des Français. De quel droit, à quel titre, on ne sait pas. Pas plus que vous. Personne n'est... Oui, bon, pas plus que moi. Voilà, pas plus que moi. Le calendrier des négociations sera dévoilé lundi, reprise des discussions, vous l'avez tous dit, dans la semaine du 6 janvier. Alors, la réaction de l'UNSA cheminot, on parlait également il y a quelques instants, présenté comme réformiste, ayant appelé au niveau national à cesser la grève, mais le mot d'ordre n'est pas forcément respecté de façon uniforme par la base. Réaction de l'UNSA, donc. Mais un répit, un cessez-le-feu ne veut pas dire que l'on abandonne toute ambition de faire revenir à la table des négociations et de continuer autour de nos experts de l'UNSA à arracher des compensations pour aussi bien les régimes spécifiques que pour l'ensemble des Français, puisque finalement si on enlève cet âge d'équilibre de 64 ans et qu'on revient à ce qui existait avant, une possibilité de partir déjà à 60 ans et puis avec une nécessité d'aller jusqu'à 62, ce serait déjà une marque de progrès. On va regarder quelques-unes des pistes qui sont évoquées. Ça vous permettra de débattre. La prise en compte de la pénibilité, gonfler les pensions minimum, aménager les fins de carrière et lisser les transitions vers le nouveau régime. Bon, est-ce que tout ça, ça permettrait de sortir de cette crise ? Moi, il y a quelque chose qui me gêne là-dedans. Encore une fois, ça fait 2 ans qu'on discute de cette réforme. Le président l'a annoncé dans sa campagne présidentielle. Il y a eu 2 ans de discussion, de concertation. En tout cas, c'est ce qu'on croyait. Et aujourd'hui, on se trouve confronté à une multitude de difficultés et de problématiques qui fait que cette réforme est quand même largement compromise, parce que si on revient sur tant de fondamentaux, c'est qu'il y a quand même une mauvaise conception des choses, sans compter la méthode qui est quand même pas terrible. Ni le calendrier d'ailleurs, c'est le genre de réforme à faire effectivement au début d'un quinquennat et pas en plein milieu et à l'approche des fêtes, ça c'est clair. Donc si cette réforme est compliquée, c'est parce qu'on essaye de faire atteindre des objectifs quand même divergents. C'est vrai que c'est une réforme systémique, c'est un projet de société pour les retraités finalement, professionnelle. Mais en même temps, il y a ce problème qui nous taraude d'équilibre financier et que sur lequel le gouvernement ne peut pas passer. Pour que la réforme s'applique, il faut qu'il y ait cet équilibre financier. Chacun peut le comprendre facilement. Aujourd'hui, s'il y a ces avancées, qui vont dans le bon sens, je pense, par rapport à la réforme, néanmoins, où sont les compensations? Qui paye? Comment on paye? Est-ce que ça ne déséquilibre pas de nouveau cette réforme? Est-ce qu'elle pourrait être mise en œuvre? Franchement, si on avait continué à améliorer les choses sur le plan financier, sans réforme systémique, comme ça a été fait, comme vous l'avez dit, depuis 1993, progressivement, lentement, avec un âge de départ à la retraite fixé à 65 ans dans les 12 ans à venir. C'est ce que nous proposons, avec un trimestre de plus de cotisation, enfin de recul par an tous les ans jusqu'en 2012, eh bien, je pense que les choses auraient été beaucoup plus simples, l'équilibre financier, et en plus, on aurait pu, je crois, avec ça, comme avec la suppression des régimes spéciaux, faire que ces 6 milliards puissent être attribués aussi bien d'ailleurs aux petites pensions pour les revaloriser, et aussi au financement, comme début
début de financement de la grande dépendance. Donc on pouvait atteindre différents objectifs sans cette grève et ce mouvement social qui est quand même considérable. Bon, il y a à chaque réforme des retraites, on a eu un mouvement social. Bon. Il ne faut pas avoir l'esprit et la mémoire courte. En 2010, il y avait 1 million de personnes dans la rue lorsque Nicolas Sarkozy et François Fillon ont réformé le régime des retraites. Or, on voit bien que ce qui a été fait n'est pas suffisant. Donc cette réforme, ce qu'on appelle systémique, en tout cas qui est une réforme de fond, qui n'a jamais été faite en France depuis 1945, elle est nécessaire. Moi, je veux bien qu'on recule l'âge de la retraite, je veux bien comme Madame Touraine, qu'on recule et qu'on augmente le nombre d'annuités à payer pour avoir le taux plein de retraite, parce que on oublie ce qu'a fait Madame Touraine et Monsieur Hollande, qui ont reculé quand même. Alors c'était 2035, d'accord, mais ils ont quand même acté le principe avec cette réforme des retraites Touraine qu'il y avait un problème d'équilibre financier. Donc quand j'entends aujourd'hui des gens du Parti socialiste ou ex-Parti socialiste nous dire qu'il n'y avait pas de problème financier, c'est exactement l'inverse du constat qui avait été fait par Madame Touraine. C'est quand même assez étonnant. Mais moi, je maintiens qu'il n'y a pas de problème financier. Voilà. Je le maintiens d'autant plus. Non, pas du tout. Je m'appuie, y compris sur des travaux des économistes qui avaient soutenu M. Macron pendant la campagne présidentielle, qui ont produit récemment une tribune forte intéressante et qui expliquent, qui reviennent sur le rapport du corps en disant que de toute façon, jusqu'en 2025, la question ne se pose pas et qu'après, on a plusieurs paramètres qui peuvent bouger. Et notamment, il rappelle quelque chose que vous feignez d'oublier à chaque fois, c'est les énormes réserves qu'il y a entre la CADES, les régimes complémentaires ARCO, Agir, c'est 70 milliards quand même. Et ce serait du vol. Donc, aucun vol, on ne parle pas de vol. Bon, donc déjà, moi je nie la réalité de ce que vous êtes en train d'avancer. Pour une raison simple, c'est que, en effet, en 1945, il y avait 12 actifs pour un retraité. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins. Mais qui est-ce qui a changé? C'est la productivité des salariés qui a changé. Bah, évidemment. Et puis le PIB a progressé. Donc déjà, je finis. Donc déjà, moi je conteste ce diagnostic. Et puis la deuxième chose que je conteste, c'est de vouloir, parce qu'on parle des autres pays européens. Mais moi, il se trouve qu'en effet, je les fréquente, mes camarades, mes collègues au Parlement européen, chaque semaine. Qu'est-ce qu'ils m'expliquent? Même ceux de droite, en Allemagne, en Italie, en Suède, c'est une explosion de la pauvreté des seniors, multipliée par 2 en Allemagne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des retraités allemands qui vivent avec un salaire de misère, voire même qui se remettent au travail. Ce qui fait qu'on a des gens qui, dans les supermarchés, à 70 ans, sont caissiers, des gens qui continuent à faire le ménage après 68 ans. C'est ça dont on parle. Est-ce que le projet de société... C'est précisément de ça dont on parle. Est-ce que vous voulez qu'on meure au travail? Moi, je ne veux pas cette réforme. Précisément parce qu'on ne veut pas de ça. Non, c'est tout le contraire. Si le taux de pauvreté a diminué en France, c'est justement parce qu'on a permis que les retraités puissent avoir une pension correcte. Et vous voulez revenir là-dessus parce qu'effectivement, comme le dit Emmanuel Morel, si vous prenez en compte l'ensemble de la carrière, vous allez prendre en compte, y compris les périodes précaires, et donc ça va faire baisser la pension moyenne. C'est ça qu'on vous explique. On augmente la valeur du point tous les ans. Non, mais et par ailleurs, effectivement, il y avait un problème de déséquilibre. Et c'est pour ça que des réformes ont été faites. Ce que dit le corps aujourd'hui, c'est que grâce aux réformes passées, le problème est effectivement réglé. Non, il n'est pas réglé du tout. Parce que la pension moyenne progresse moins vite que les salaires. Lisez les rapports du corps une fois de plus. Donc, des réformes ont été faites. On fait que ça, lire les rapports du corps. L'universalisation, oui, effectivement, nous pouvons aller vers cette réforme systémique, mais non une réforme paramétrique. Il n'y a pas lieu d'allonger la durée de vie au travail, car aujourd'hui, les Français ne sont plus en mesure de travailler jusqu'au bout de leur carrière. On découvre des mots ces derniers temps, réforme paramétrique, avec nos compatriotes, régimes spéciaux. Quand vous discutez, les Français s'y retrouvent d'ailleurs. Non, mais quand vous discutez avec nos compatriotes, ils savent très bien que le régime et que l'évolution. Vous parlez au nom de vos compatriotes. Non. Je dis quand on discute. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Je dis pas, je parle pas à leur place. Si, un peu. Ils nous disent quoi? Ils nous disent, il va falloir, on est d'accord, il faudra réformer les retraites. Tout le monde est d'accord là-dessus. Après, le constat, réformer, ça veut dire dans quel sens? Il faut réformer les retraites et faire une réforme systémique. Je suis étonné que dans un pays qui a 100% d'endettement, qui vient de dépasser les 100% d'endettement, on nous dise ici qu'il n'y a aucun problème d'aucune. Mais là, vous parlez de la dette des finances publiques, ça n'a rien à voir avec la dette sociale. Quand même, oui. Alors, on va... si, parce que en tout cas, plonger dans les réserves, c'est pas la solution. On va continuer à parler. Les réserves ont été constituées pour ça. Il faut quand même rappeler une chose.
Allez, rapidement. C'est que Lionel Jospin a constitué le fonds de réserve des retraites qui aujourd'hui capitalise 32 milliards d'euros et qui était fait exactement pour ça, c'est-à-dire pour faire face au papy boom et au pic qu'il y aura en 2030. Et une fois que vous aurez vidé le fonds de retraite, qu'est-ce que vous ferez? Et une fois de plus, après 2030, le régime revient à l'équilibre. Une fois de plus, relisez le rapport du corps. Bon, ce rapport du corps, on va le relire ce dimanche. On l'a relu 50 fois. On va continuer à parler des retraites. On va juste on va s'interroger aussi sur et les commerçants dans tout ça. Est-ce qu'ils font grise mine? Alors la situation n'est pas forcément la même à Paris, en Île-de-France, et puis dans nos belles régions. On va s'interroger en ce qui concerne Paris, notamment. On sait qu'il y a quelques soucis. On vous montre suffisamment d'images ces derniers temps. Est-ce que ce week-end va permettre de remonter la pente, de regarnir les tiroirs caisses? On va retrouver Justine Sago et Julie Regard qui se trouvent boulevard des Italiens à Paris. C'est dans le 13e arrondissement. Alors, question toute simple, hein, quelle est l'affluence? Est-ce que les commerçants ont le sourire ce dimanche? Oui, plutôt. Il y avait les rush de dernière minute pour les courses de Noël et dans cette enseigne de magasins de jouets en plein cœur de Paris, on réalise 90. On va avoir la réponse dans quelques instants. Vous l'avez remarqué, un petit problème de son. On a du mal à comprendre ce que nous dit Justine. Vous qui êtes maire du 15e arrondissement, est-ce que les commerçants font un petit peu la tête en ce moment? Ils font la tête, mais depuis longtemps. N'oublions pas qu'à Paris, en plus, tous les samedis, nous avons dans un certain nombre de quartiers, dans tous les quartiers d'ailleurs, parce que ça tourne un peu partout, les gilets jaunes qui entravent le commerce, les achats des personnes. Et la situation est aujourd'hui proche de la rupture de l'équilibre pour ces commerçants qui ont perdu énormément. En plus, ça crée un climat de morosité chez les clients. Les commerçants n'arrivent plus à se faire livrer parce qu'il y a aussi des problèmes de circulation, etc. Et oui, bien sûr, on sait bien qu'il y a environ une chute de 30% du chiffre d'affaires des commerces de centre-ville. Alors, il y a des endroits qui sont plus ou moins préservés. C'est vrai que dans le 15e arrondissement, moi j'ai réuni les associations de commerçants la semaine dernière. Comme nous sommes un arrondissement un peu périphérique, peut-être qu'il y a une clientèle qui aurait pu aller dans les grands magasins pendant les fêtes et qui redécouvre ces commerces de proximité. Moi j'appelle d'une part à redécouvrir les commerces de proximité, deuxièmement à ce que la ville de Paris suspende totalement les droits de voirie, de terrasse, etc. Et puis aussi à ce que l'État fasse un moratoire, plus qu'un moratoire, supprime un certain nombre comme pour de charges. Lors de la crise des Gilets jaunes. On va retrouver... Oui. D'accord. Non, c'était une précision que je vous demandais. On va retrouver Justine Sago. Ça y est, on a rétabli un petit peu la liaison. Et vous êtes avec le représentant d'une grande marque de jouets. Oh oui, tout à fait. Je suis dans la capitale, au cœur de la capitale. Ici, juste à côté de cette enseigne de magasins de jouets, on réalise 95% ici des ventes de Noël en magasin, seulement 5% sur Internet. Et donc, on s'active pour rattraper le retard, des retards des grèves issus le retard des ventes issues des grèves qui sévissent dans la capitale. Je suis en compagnie du porte-parole, Franck Maté. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer très simplement dans quelle mesure ces grèves qui sévissent dans la capitale ont impacté les ventes de ces dernières semaines à Paris? Pour nous, c'est très simple. Les clients sont empêchés de venir en magasin parce qu'il y a une grève des transports. Et donc, en conséquence, il y a une baisse de fréquentation. On a subi pendant cette période de grève environ 20% de recul de fréquentation par rapport à l'an dernier. Donc, c'est quelque chose qui nous impacte considérablement. Et est-ce que ces dernières courses, ces derniers jours, juste avant Noël, vont permettre ou non d'inverser un petit peu la tendance au niveau des ventes? C'est la magie de Noël. En fait, chaque jour qui se rapproche de Noël, on fait mieux que précédemment. Hier, on a fait une journée qui était stable par rapport à l'an dernier, donc c'est très positif. Là, il nous reste dimanche, lundi, mardi, et puis ensuite la semaine, et on espère qu'on pourra se récupérer. Vous pensez qu'au niveau de votre chiffre d'affaires global, vous serez à peu près au même chiffre d'affaires que l'année dernière? Alors sur l'ensemble des magasins, la situation est tout à fait différente. On a aujourd'hui une stabilité au niveau de nos ventes, donc il n'y a pas d'impact de la grève au niveau national, c'est simplement limité à Paris. Et au niveau parisien, du coup, vous savez un petit peu, vous avez une estimation globale sur le chiffre d'affaires par rapport à l'année dernière? Sur Paris, on a eu un recul sur le début de la période de grève de 20% environ. Aujourd'hui, on revient à un niveau de stabilité par rapport à l'an dernier, donc on reste plein d'espoir jusqu'à la fin de l'année.
Merci beaucoup et je vous rappelle que les jours suivants, entre Noël et le Nouvel An, seront aussi très importants pour rattraper ce retard des ventes. Merci Justine Sago et Julie Regard qui vous accompagnent. Bon, en résumé, la situation à ce jour, à cet instant T, il n'est pas forcément représentatif. Non, je confirme ce que disait. Mais bon, visiblement, c'est pas Philippe pas la Goujon crise et de l'an puis passé. Monsieur Matet dans son intervention. Il y a les organisations professionnelles et notamment les hôteliers et les restaurateurs font état de baisse de fréquentation d'environ 50%. Bon, parce que les touristes étrangers ne viennent pas à Paris, il y a eu beaucoup d'annulations depuis le début de ces grèves et que vraisemblablement ça ne sera pas rattrapé. Alors, pour regarder un peu ce qui peut se passer et garder une note d'espoir, c'est que en 95, il y a eu un rattrapage. On a perdu à peu près 0,2-0,3% de PIB à cause de ces grèves en décembre 1995. Ça a été rattrapé sur le mois de janvier. Bon, moi, je ne sais pas si ça sera rattrapé sur le mois de janvier, parce que maintenant, avec la vente en ligne, il n'est pas du tout certain que les gens reviennent chez les commerçants au mois de janvier pour rattraper ce qu'ils n'ont pas fait au mois de décembre. Donc il y a un risque, il y a une grande interrogation, et il y a un risque, et il y a une grande, j'allais dire, pas panique, mais enfin, en tout cas, inquiétude sur ce sujet-là. Est-ce que les consommateurs vont revenir en janvier, rattraper ce qu'ils n'ont pas fait en décembre ou pas? C'est la grande interrogation. Allez, rapidement, je voudrais qu'on commente aussi. Mais moi, je voudrais quand même relativiser ça, parce que, en réalité, il n'y a pas tellement de problèmes en région. Il y a un problème en Île-de-France, et spécifiquement à Paris. Mais ce que disent aussi les commerçants à Paris, j'étais hier chez un libraire parisien qui me disait les gens font leurs courses de Noël de plus en plus tard. Donc la vérité, c'est que ça se concentre sur le 23, le 24. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est aussi que parfois, il y a une baisse de la consommation parce que les salaires ne suivent pas. On a un problème de pouvoir d'achat dans ce pays. Et le gouvernement que vous soutenez a quand même tout fait pour qu'il en soit ainsi. Parce que la vérité, c'est au-delà de se concentrer sur... Enfin, il y a la question des commerces. Moi, je vois ce qui se passe depuis 2 ans et demi. Quand vous avez un gouvernement qui fait les ordonnances travail, la réforme de l'assurance chômage, maintenant la réforme des retraites, qui s'attaquera vraisemblablement à la Sécu, évidemment, les Français les plus modestes sont inquiets, consomment moins. Donc c'est ça la vérité. Donc qu'est-ce qu'il faut, c'est rendre confiance aux Français, et vous ne le faites pas. Non. Allez, rapidement, oui, il y a un impact sur l'économie, et c'est vrai que pour le coup, j'appelle le gouvernement à faire des avancées pour débloquer la situation le plus rapidement possible, si vous voulez qu'effectivement pour faire des avancées, il faut être le deux, commerce se reprenne. Non, je souriais parce que ce commerçant dit la magie de Noël, c'est le fait qu'on consomme de plus en plus à l'approche de Noël. Bon, pour nous, la magie de Noël, c'est peut-être aussi d'abord la. Mais il faudrait qu'ils vendent des jouets Made in France. Il faudrait aussi rappeler ça, il n'y a pas que la consommation dans la vie. Je souriais à cette définition de la magie de Noël. D'accord, bon, voilà, c'est un message aussi qui mérite d'être entendu. Je voudrais qu'on s'attarde aussi, on va continuer à parler des retraites, mais avec celle du chef de l'État. L'information du Parisien a été confirmée par l'Élysée. Emmanuel Macron renonce par avance à sa future retraite de chef de l'État. C'est à peu près un peu plus de 6 000 euros bruts par mois. Le chef de l'État, d'ailleurs, qui a fêté ses 42 ans hier, et qui a également décidé de ne pas siéger au Conseil constitutionnel quand il ne sera plus président de la République, dont les anciens présidents ont des revenus de 13 500 euros. Voilà, qu'est-ce que vous en dites? C'est de l'exemplarité ou c'est de la com? C'est un peu un coup de com' quand même, hein, même si... bon, effectivement, ça fait bien dans le tableau, mais enfin, ça aurait été fait à un autre moment, ça aurait été plus crédible. Néanmoins, c'est vrai, ça fait partie du devoir d'exemplarité aussi. Mais enfin, jusqu'où pousser le curseur, c'est pas ça qui va rééquilibrer en tout cas les comptes des retraites. Non, je crois que on ne sait pas exactement ce dont il s'agit d'ailleurs, parce que pour avoir lu un certain nombre d'articles ou d'interviews, est-ce que c'est une suppression de retraite? Est-ce que c'est un autre régime? Moi, je comprendrais parfaitement que le président de la République soit l'objet d'un régime de retraite qui soit différent de celui de 1955, qui effectivement était extraordinairement favorable, puisque c'est 6 000 euros, quelle que soit la durée du mandat, quel que soit l'âge, quel que soit le moment où on part en retraite, pour s'aligner sur les conditions dans lesquelles les Français vont devoir
être retraité après la réforme. Mais bon, c'est très symbolique, oui, mais ça va pas très loin. Si vous voulez, c'est petit coup de com' d'un côté. Non, mais pour vous, alors évidemment, ça tombe en ce moment. Bon, d'accord, c'est peut-être un coup de com', mais moi, j'ai essayé. J'ai essayé de voir ce qu'il y avait derrière ça, parce qu'en réalité, Emmanuel Macron, il est un peu atypique depuis le début. Son élection a été atypique, son mode de gouvernance, on la partage ou pas, est atypique, et il a été élu très jeune. Donc, s'il est réélu en 2022, ce que je souhaite profondément, et s'il veut se représenter, il va partir quand même à moins de 50 ans. Bon, s'il n'est pas réélu, il partira encore plus tôt. Ça veut dire qu'il va continuer sa vie active. Et donc sa retraite, finalement, il n'en a pas vraiment besoin. Quant au Conseil constitutionnel, je le vois mal venir effectivement siéger au Conseil constitutionnel alors qu'il aura une vie active qui sera totalement déconnectée de la vie politique. Ce n'était pas le cas de ses prédécesseurs. Quand vous regardez Valéry Giscard d'Estaing qui est toujours au Conseil constitutionnel, moi les bras m'en tombent. Enfin, il a 92 ans, il est peut-être en grande forme et voilà. Mais si vous voulez, il y a quand même un petit problème. Il a survécu à Jacques Chirac. Il y a quand même un petit problème de siéger au Conseil constitutionnel au-delà d'un certain âge. Voilà. Moi, je vous trouve bien sympa, quoi. Parce que moi, je ne crois pas du tout que ce soit un geste exemplaire. Moi, je pense que c'est indécent. Je vais vous dire pourquoi ça révèle complètement l'inconscient de M. Macron. Oui, c'est de la psychologie aussi. Il faut en faire de temps en temps en politique. C'est quoi le message? Le message, c'est bon. De toute façon, j'ai gagné beaucoup de fric avant. J'en gagnerai beaucoup après. Et finalement, la solidarité nationale, j'en ai pas besoin. Et moi, je trouve ça dégueulasse. Je vous le dis. Après tout, il effectue un travail. Puisqu'il est président de la République, c'est beaucoup de travail. Et comme n'importe quelle personne qui effectue un travail, il mérite la retraite. Et c'est quoi le message là-dessous? C'est de dire, de toute façon, moi, la répartition, je m'en fous, parce que de toute façon, la capitalisation, c'est pour moi. Et je trouve que vraiment... Tordu, alors, je trouve qu'il fait preuve d'une désinvolture et d'une forme d'obscénité qui est hyper choquante. Et moi, je pense que les Français, contrairement à ce que vous croyez, seront choqués. Parce qu'après tout, à partir du moment où on travaille, on a le droit à une retraite. Voilà. Bon. Ouais, c'est vraiment un raisonnement curieux. D'abord, on va souhaiter, pour la France, en tout cas je le souhaite, que le président de la République puisse prendre sa retraite dès 2022. En tout cas, c'est ce que je souhaite pour la France. Ça, c'est sûr. Ça, c'est la première chose. Le contraire m'aurait été étonné. Vous êtes même anticipé, je travaille à ça. Et j'espère d'ailleurs qu'il y aura un président écologiste. J'espère d'ailleurs qu'il y aura un président écologiste en 2022. Après, oui, il y a un devoir d'exemplarité. D'ailleurs, il faut que tout le monde se l'applique, y compris les parlementaires. Mais je suis d'accord avec Emmanuel Morel. C'est vrai que ce qui est sous-jacent, c'est qu'aussi le président n'aura pas besoin de cette retraite par répartition parce qu'on connaît son parcours professionnel et qu'il n'aura pas effectivement besoin de la solidarité nationale. Donc c'est bien comme geste, mais ça ne justifie surtout pas le reste de la réforme. C'est surtout ça qui est important. C'est un petit coup de com'. Pourquoi pas? Il faut le faire, mais en aucun cas ça peut justifier le fait que l'ensemble des Français fassent des efforts. Le président de la République aura une pension moyenne, une pension bien supérieure à la pension moyenne des Français. Je pense qu'on ne peut pas comparer et on ne peut pas du tout dire que parce que lui fait des efforts, l'ensemble des Français devraient faire des efforts. On sait bien que l'effort n'est pas du tout comparable. En tout cas, on attend encore que messieurs et mesdames les sénateurs et sénatrices qui ont un régime de retraite qui n'a pas été modifié le fassent. Absolument. En matière d'exemplarité, je crois que ce serait pas mal. C'est en cours, là, Gérard Larcher. Oui, enfin, c'est en cours, mais c'est en cours, mais c'est du mal. Voilà. Ils ont du mal. Work in progress, parce que les députés l'ont fait en 2018, mais les sénateurs, on attend toujours. Un petit mot pour terminer. On a vu le chef de l'État, donc il est en déplacement à Abidjan et certains commentateurs remarquent une fois de plus le chef de l'État s'exprime à l'étranger sur une situation en France. Est-ce que ça vous choque? Après tout, on a changé d'époque. C'est vrai que le général de Gaulle le faisait peut-être pas, et ses successeurs non plus. Emmanuel Macron, c'est pas la première fois qu'il intervient. Mais vous avez remarqué quand même que quand il y a des questions gênantes à l'étranger, il dit je ne réponds pas sur la situation nationale quand je suis à l'étranger. Puis quand ça l'arrange, il le fait. Bon, mais écoutez, ça c'est une vieille. Mais moi, ça me choque pas. François Hollande l'avait, Nicolas Sarkozy, François Hollande le faisait également. Il s'exprimait de l'étranger sur les problèmes français et intérieurs. Emmanuel Macron continue, je crois que voilà. Il y a une crise majeure en France. À l'inverse, peut-être qu'on n'aurait pas compris qu'il ne s'exprime pas à ce moment-là où une partie du. Je crois que cette règle-là, elle est un peu en train de changer. Nous sommes dans une société totalement médiatisée, donc les informations sont continues, permanentes. À partir du moment où le président, qu'il soit à l'étranger, en France, enfin parle, s'exprime, bien sûr qu'il ne pouvait pas ne pas dire
ce qu'il a dit d'ailleurs, parce qu'il n'est pas rentré dans le détail de la réforme non plus. Il s'est contenté d'évoquer le sujet de façon générale et d'appeler à la trêve de Noël, ce qui était, je crois, une chose pertinente. Bon, il nous reste un petit peu de temps encore. On va continuer à Regardez s'intéresser. ce qui a été dit sur les gilets jaunes, lors de la crise des gilets jaunes. On a dit que Emmanuel Macron était terré à l'Élysée, qu'il n'osait plus sortir, etc. Il a lancé le grand débat public. On lui a reproché de lancer le grand débat public parce qu'il allait à la rencontre des Français. Donc voilà, on dit tout et son contraire. Mais t'es pas obligé d'aller en Côte d'Ivoire si loin. Bon, décidément, on s'intéresse, on on prête une grande attention au déplacement d'Emmanuel Macron en Côte d'Ivoire, puisqu'il y a également annoncé la mort du fameux franc CFA qui sera remplacé par l'ECO, et il a affirmé que le colonialisme était je le cite, une faute de la République. On l'écoute. Trop souvent aujourd'hui, la France est perçue avec un regard d'hégémonie ou les oripeaux d'un colonialisme qui a été et qui fut une erreur profonde, une faute de la République. Il nous appartient collectivement de bâtir cette nouvelle page, celle de ce partenariat, de cette amitié. On ne peut pas balayer le passé. Donc il faut regarder les fautes, savoir regarder aussi ce que nous avons su faire ensemble et regarder la richesse de nos relations. Alors, faute de la République, la colonisation. C'est une faute de la France, mais la colonisation, c'était avant la République, et c'est la République qui a mis fin. Donc ça, pour le coup, je trouve que c'est un peu malheureux. Après, ce qui est important, c'est l'annonce sur le franc CFA, qui va devenir une nouvelle... La France sort de la gouvernance de cette monnaie. Je note quand même que l'éco, ça sera la future monnaie, restera arrimée à l'euro, et que la France continue à garantir en cas de crise financière et monétaire. Donc tout ça est en train de se distendre, mais quand même lentement. Je crois que la colonisation, effectivement, est d'une autre époque. Attention à l'anachronisme aussi en histoire. À l'époque, on sait très bien pourquoi la colonisation a eu lieu. Il y avait les guerres napoléoniennes, enfin c'était à l'issue, bien après les guerres napoléoniennes, en plus après aussi il y a eu la défaite de 1870. Donc il y avait des raisons qui sont totalement déconnectées de la situation d'aujourd'hui. Et puis il y a eu aussi une œuvre qui a été faite par la France dans ces pays. Il y a eu beaucoup de fautes. Moi, je suis plutôt une génération de la décolonisation, puisque c'est le général de Gaulle quand même qui, en 1960, a décidé la décolonisation de l'Afrique, puis aussi celle de l'Algérie finalement. Donc oui, il a raison de dire ce qu'il a dit, je le pense. Quant au franc CFA, ça a quand même garanti un certain équilibre financier et budgétaire de ces pays anciennement français depuis ces dernières années. C'est le général de Gaulle aussi qui a mis en place le franc CFA, qui a évolué. Je crois qu'on a enlevé là de la gestion du franc CFA un certain nombre de contraintes, comme par exemple l'obligation que les réserves de change soient détenues par le Trésor français, comme aussi la représentation par des hauts fonctionnaires français dans les instances de gestion du franc CFA. Mais en revanche, je crois que c'est vraiment une garantie importante pour le développement des économies africaines que la parité avec l'euro soit maintenue, même si le franc CFA n'est pas l'écu, mais l'éco. L'éco, devenu l'éco. Bon, oui, sur le colonialisme, effectivement, les républiques l'ont soutenu et entretenu jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, puisque c'est la 4e République, puis le début de la 5e République qui ont mis fin au colonialisme. Et toutes les républiques auparavant l'avaient soutenu pendant des années. Donc dire que c'est la République qui a mis fin, oui et non. Enfin, je veux dire, bon, mais on ne va pas faire un débat historique là-dessus. Moi, je ne partage pas tout à fait cette déclaration. Voilà, je vous le dis très clairement, à titre personnel, je trouve que c'est ni noir ni blanc, c'est sûrement gris, vraisemblablement. Alors, ça a été mal interprété par un certain nombre, effectivement, de commentateurs. Il y avait déjà eu cette déclaration pendant l'élection présidentielle. Le chef de l'État est convaincu. Bon, il est convaincu de cette Je précise de que cette le affirmation. présidentiel, c'était février 2017 Oui, c'est ça. à Alger. Quand on a retrouvé la C'était citation. exactement la même. Il avait déclaré déclaration. sur une chaîne algérienne que la colonisation fait partie de l'histoire française. Alors, il avait dit un crime contre l'humanité, Absolument. ce qui était quand même un peu plus fort. Ce qui était juridiquement difficile à qualifier, mais bon, ça c'était une autre. Il a donc évolué dans sa un pensée, autre parce sujet. qu'il n'a pas prononcé des termes. D'ailleurs, il a dit qu'il fallait. Il parle de faute là. Et dans sa déclaration, puisqu'il a dit ça, et ensuite il a dit qu'il fallait qu'effectivement les liens
soit retissé avec un certain nombre de pays qui ont été colonisés par la France, et ça, il a parfaitement raison de le faire. Bien, très très court. Très court, on arrive au... Moi, je trouve qu'il a eu raison de dire que c'était une faute, et je dirais même qu'il n'aurait pas dû revenir sur sa déclaration, qui effectivement le fait que la colonisation était un crime contre l'humanité. Je pense qu'il faut rester aussi sur cette définition-là. Mais effectivement, l'avancée principale, et il faut le saluer, c'est la fin du franc CFA, parce que c'était effectivement un vestige de la France-Afrique. Et comme vous le disiez, le fait que les autorités françaises participaient à la gouvernance du franc CFA était inacceptable. Bon, ce qui a plus retenu votre attention, visiblement, c'est la fin du franc CFA que cette déclaration du chef de l'État. Certains parlent déjà de repentance. Merci beaucoup d'être venu commenter l'actualité de ce dimanche. J'ai une précision à apporter avant de clore ce débat. Hier, nous avons donné à l'antenne un sondage incomplet du journal du dimanche. Voici les résultats complets. 31% des Français soutiennent le mouvement, 20% ont de la sympathie, 19% y sont opposés, 15% y sont hostiles et 15% sont indifférents. Nous vous prions bien sûr de nous excuser de cette erreur commise hier. Dans quelques instants, il faut continuer bien sûr sur LCI.